Donc, bonjour à tous, donc on va aborder aujourd'hui donc le thème 1 management, les points dans lesquels, enfin les points que nous allons aborder vont être donc la finalité d'entreprise, la RSE, la définition de la performance, la différence entre la performance et la performance globale et donc la définition aussi d'une partie prenante et la différence entre une logique entrepreneuriale et managériale. Donc dans ce cours, on va aborder les choses de manière simple et afin que voilà, vous puissiez comprendre donc les éléments fondamentaux donc de ce thème-là. Donc l'auteur ici donc est Peter Drucker, qui selon lui la finalité et la raison d'être d'une entreprise, la raison pour laquelle elle va vivre. Elle va pas se définir en fonction de sa raison sociale, ni son statut, son niveau de profit, mais en termes de service rendu à la clientèle. Donc pour lui, donc la finalité de l'entreprise, ça va être donc pour lui, ça va être le service rendu à la clientèle. Donc elle résulte en premier lieu du besoin que le futur client cherche à assouvir en achetant le produit ou le service créé par l'entreprise. En résumé, donc ça va être ici le service rendu à la clientèle. Donc pour les finalités de l'entreprise, il va y avoir trois finalités. Donc la première, elle est économique. Le but donc, est de générer du profit. La deuxième, elle est sociale. Elle permet de prendre en compte le bien-être des salariés et de les fidéliser. La troisième, elle est sociétale. Donc, euh, donc c'est-à-dire qu'elle permet de contribuer au développement de la société, voilà, tout en adoptant une démarche de développement durable. C'est-à-dire que l'entreprise doit être rentable, générer du profit, mais être aussi respectueuse de la société et du développement durable, voilà, pour préserver les hommes et la planète. Donc le RSE, la RSE, qu'est-ce que c'est? Donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc elle va regrouper l'ensemble des actions mises en place par les entreprises pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Donc ce sont l'ensemble des actions qui vont être mises en place par les entreprises pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Donc donc l'environnement. Donc ça va être entre autres donc la réduction de l'empreinte carbone, l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un modèle économique voilà, qui vise à minimiser les ressources. Voilà, exemple Decathlon dans lequel comment dire, où il y a donc il y a les stands de réparation, etc. Donc la revente de matériel d'occasion. Donc ce n'est pas juste acheter et jeter, c'est aussi donc acheter, réparer, vendre le matériel d'occasion, etc., etc. Donc économie circulaire, c'est quelque chose voilà qui, comme son nom l'indique, voilà tourne et ça permet donc de minimiser donc l'impact environnemental. Donc voilà, parce qu'on va moins jeter, donc on aura donc préservé l'environnement de ce côté-là. Donc il y a aussi donc le social, donc là un point sur le social et le bien-être des employés. Donc pour la partie, on est toujours sur la RSE. Donc ça va être donc de donner du télétravail et de la flexibilité aux employés, de la qualité de travail. Par rapport à tout ce qui est éthique et gouvernance, on va avoir notamment Starbucks et Apple. Euh, et Apple comme exemple, hein. Donc pour le commerce équitable, donc à Starbucks voilà, il va s'approvisionner en café donc dans un programme donc d'équité, Coffee and Farmer Equity. Donc pour la protection de données,
Comme on disait, donc le partage de données, donc Apple va par exemple mettre l'accent donc sur la confidentialité de ses utilisateurs en limitant la collecte et le partage de données. Par rapport à l'engagement sociétal, la philanthropie, le fait d'aider les gens et aussi donc les dons. Donc Patagonia qui va réserver 1% de son chiffre d'affaires pour des associations environnementales. On va aussi retrouver l'accès à l'éducation et à la formation. Orange qui va développer donc des écoles numériques dans les pays en voie de développement. Donc surtout juste avant, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je vous ai réservé un bonus gratuit. Donc on va reprendre donc quels sont les facteurs pouvant influencer les finalités de l'entreprise. On va retrouver les facteurs internes. Ça va être l'histoire, la culture, les statuts de l'entreprise, la personnalité du dirigeant. Et les facteurs externes, ce sont les différents partenaires de l'entreprise, mais aussi l'environnement au niveau juridique, écologique et économique. Donc qu'est-ce que la performance? Donc la performance, ça va regrouper deux notions, la notion d'efficacité et la notion d'efficience. Donc l'efficacité, qu'est-ce que c'est? Donc l'efficacité, c'est le fait d'obtenir des résultats conformément à un objectif donné. Donc par exemple, c'est l'élève qui aura la meilleure note. L'efficience, c'est le fait d'optimiser les ressources pour y parvenir. Donc par exemple, donc deux élèves, donc un élève qui a travaillé beaucoup et qui a eu 18, il a été efficace. Un élève qui a travaillé peu et qui a eu 13, et il a été efficient. Donc l'objectif de cette performance, c'est de concilier efficacité et efficient. Donc maximiser atteindre les objectifs tout en minimisant les ressources pour y parvenir. Donc ces ressources-là peuvent être financières, matérielles, etc. Comment peut-on la mesurer? Donc la performance se mesure à l'aide des critères pertinents appelés indicateurs. Donc ces indicateurs ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Quantitatif, on va retrouver le chiffre d'affaires, la marge, les parts de marché. Les indicateurs qualitatifs, on va retrouver la puissance de la marque, la qualité des produits, la satisfaction des clients. Donc en pratique, comment peut-on faire pour mesurer la performance? Donc en pratique, on va utiliser un tableau de bord qui est un document récapitulatif des critères retenus par l'entreprise pour évaluer ses performances. Voilà, il va permettre donc de juger l'efficacité et l'efficience de son management. Il y a un tableau qui a été introduit donc par Norton et Kaplan qui s'appelle le tableau de bord prospectif. Voilà, il s'agit d'un outil de management qui est destiné à permettre de déployer la stratégie à long terme. Donc Norton et Kaplan qui sont des consultants en management. Donc dans ce tableau prospectif, on va retrouver donc 4 axes. Le premier axe va être un axe financier. On va retrouver le retour sur investissement, la valeur ajoutée. Deuxième axe, l'axe client, donc la satisfaction, la fidélisation, les parts de marché. Le troisième axe, on va parler donc le processus interne, pays. Voilà, je vous ai mis des petits moyens mémotechniques. Voilà, pays, AO, pour mieux mémoriser. Donc, le processus interne, il va comprendre la réactivité, donc la qualité et le coût de lancement des produits. Ça, c'est la partie processus. Comment l'entreprise gère son processus. Et le quatrième, donc ça va être l'axe d'apprentissage organisationnel. Ça comprend la satisfaction du personnel, c'est les personnels satisfaits, et des systèmes d'information. Donc c'est ce qu'on verra plus tard. Donc le but est d'évaluer la performance de l'entreprise, aider à la décision des managers, Donc maintenant on va voir la différence entre performance et performance globale.
Ça peut prêter à confusion. Donc la performance, donc comme elle a dit, donc c'est le fait de concilier efficacité et efficience. La performance globale, elle, on va dire, c'est une vision plus large de la performance. Elle va prendre en compte non seulement donc les résultats économiques, mais aussi les impacts sociaux, environnementaux et éthiques. Donc la performance, ça va être vraiment donc ici donc la partie rentabilité et purement économique, si je puis dire. La performance globale, ça va être l'économie, donc la rentabilité, plus donc le respect euh, en termes donc d'impacts sociaux, environnementaux et éthiques. Comme on a dit, donc préserver la société et l'environnement. Donc voilà, elle s'inscrit dans une démarche durable et RSE. Voilà, en fait, la performance globale, si vous voyez, c'est en lien en fait avec la RSE qu'on a vu juste avant. Et la RSE, qui est l'ensemble des actions menées par les entreprises, comme on a vu ici, donc on avait dit donc c'est l'ensemble des actions mises en place par les entreprises pour avoir un impact positif sur l'environnement et la société. C'est ce qu'on retrouve ici en fait. Là, tac. Donc ça bien en lien avec la RSE. Donc c'est en lien. Performance, qui dit performance globale dit RSE et les deux sont connectés. Donc c'est important dans cette matière de faire des liens parce qu'en fait on va voir que beaucoup de choses sont en lien. Et dans vos travaux pour le BTS, donc c'est important en fait d'avoir ces liens. Donc par exemple quand on posera une question, vous savez déjà quels sont les liens pertinents et vous pouvez plus simplement répondre aux questions étant donné que vous avez les tenants, les aboutissants, vous avez la logique de attendue en fait pour cette matière-là. Donc une performance globale réussie, voilà, signifie que vous êtes rentable tout en étant respectueux des critères sociaux et environnementaux. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La performance globale, donc elle va prendre en compte trois critères, dont un critère il est étendu. La critère économique, donc là ça ici c'est la performance économique, performance classique, comme on a dit tout à l'heure. On va prendre en compte la rentabilité, la productivité, les coûts. Les critères sociaux, si donc le climat social est bon, bonne ambiance, etc. Si le niveau de turnover c'est le fait que on va dire le fait que les gens partent et reviennent dans une société. Le taux d'absentéisme par rapport aux critères sociaux, on va évaluer ici donc la parité homme-femme, la qualité du travail. Et pour ce qui est de l'environnement, donc ça va être le traitement des déchets, la consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'une partie prenante? Ouais, juste avant en fait, ouais, pardon. Donc, qu'est-ce qu'une partie prenante? Donc, attention à ça, donc partie prenante, ça tombe souvent dans les examens, donc à bien maîtriser. C'est très important. Je vous dirai en fait les choses qui sont très importantes. Enfin, elles sont toutes importantes, mais il y en a qui tombent souvent à l'examen. Donc ça en fait partie. Donc les parties prenantes. Donc les parties prenantes. Donc ce sont l'ensemble. On va avoir deux définitions. Donc d'après Freeman, donc les parties prenantes sont l'ensemble des individus ou groupes d'individus qui peuvent influencer ou être influencés par les résultats de l'organisation. Donc ce sont les individus qui sont influencés ou peuvent être influencés par les résultats de l'organisation. Ou bien une autre définition consisterait à dire donc que ce sont, ou bien je disais donc une autre définition consisterait à dire que les parties prenantes sont les individus ou groupes d'individus
qui influencent ou sont influencés dans les organisations. C'est au choix l'une des deux. Vous pouvez utiliser la deuxième qui est un peu plus simple. Ça va... C'est si ça, voilà, après vous voyez donc laquelle vous convient. Donc, ça a été introduit par Edward Freeman, qui est un philosophe et universitaire donc américain. Donc pour ces parties prenantes, donc il va y avoir donc deux choses. Les parties prenantes primaires sont les acteurs contractuels qui sont en relation directe avec l'entreprise et pouvant menacer sa survie, les fournisseurs, les clients. On va avoir juste après donc deux classifications. Et les parties secondaires, ce sont les acteurs dans l'environnement de l'entreprise, mais non essentiels à sa survie. Là, les banques, les organisations, ONG, etc. Les individus, je regarde juste quelque chose. Donc voilà, retenez bien donc, que les parties prenantes sont les individus ou groupes d'individus qui influencent ou sont influencés dans les organisations. Donc à apprendre par cœur. Après, donc il va y avoir deux classifications pour les parties prenantes. Donc ces tableaux-là, il faudra les mémoriser parce que dans les questions d'examen, on vous le demande. Donc on vous demande souvent là, quelles sont les parties prenantes. Donc vous, pour les questions, vous donc toujours en fait en CUGM, il y a une même méthodologie. Donc quand on vous pose la question, vous répondez pas directement. Vous définissez qu'est-ce qu'une partie prenante. Voilà, la partie prenante sont les individus, groupes d'individus qui influencent ou sont influencés dans les organisations. Ensuite, vous définissez, donc ensuite vous expliquez le contexte dans lequel vous êtes. Donc les parties, donc par rapport à la question qui est posée, donc vous expliquez le contexte. Et en troisièmement, donc vous faites l'application. Donc l'application consisterait voilà à mettre des tableaux ici comme de classification. Il y en a deux, donc les parties prenantes, donc une classification partie prenante interne, externe. Donc celle-là c'est la plus simple, c'est celle que je conseille. Voilà, elle est vraiment simple, on peut pas se tromper. Donc interne c'est à l'intérieur, donc ça va comprendre les dirigeants, les salariés, les actionnaires et les représentants du personnel. Externe, donc les clients, fournisseurs, administration, banque, association, ONG. Et ensuite vous mettez dirigeants, voilà, vous faites un tableau 4 colonnes et puis vous mettez dirigeant et voilà c'est monsieur Attel, salarié voilà et puis vous remplissez vos tableaux. De toute manière je ferai une autre vidéo aussi pour expliquer les tableaux en fait, tous les tableaux à connaître pour l'examen. Et aussi une deuxième classification, celle que je préconise moins parce qu'on peut confondre en fait ici partie prenante primaire et secondaire. Primaire, donc les dirigeants, salariés, fournisseurs, clients. Secondaire, banque, les associations, les administrations, les syndicats. Maintenant, vous pouvez l'utiliser, juste voilà, vous vous trompez pas. Moi, je préfère celle-là, mais vous pouvez prendre celle-là. Ensuite, il y a un auteur ici qu'on peut citer, donc CRT March. Donc, ils évoquent donc la coalition des acteurs aux intérêts disparates. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, il va y avoir une coalition d'acteurs. C'est des acteurs qui vont être, on va dire, ils vont être liés, mais avec des intérêts divergents. Donc, c'est ça en fait le paradoxe qu'ils évoquent ici, et ils mettent la coalition des acteurs aux intérêts disparates. Donc, comment ces parties prenantes peuvent avoir des intérêts divergents tout en travaillant ensemble. On était donc la logique entrepreneuriale et la logique managériale. Donc le contexte. Donc l'entreprise s'inscrit dans son environnement en établissant des relations avec ses parties prenantes. Comme on a dit tout à l'heure, donc l'entreprise elle va être au centre et à l'intérieur il y aura des parties prenantes internes qui sont les dirigeants, les salariés, etc. Et ensuite il y aura les parties prenantes externes. Et les parties prenantes externes donc, qui vont être les clients, fournisseurs, etc. Donc interne, on va avoir l'entreprise et externe, donc les autres fournisseurs, etc. qui vont graviter autour. Et
Et comment dirais-je? Et ensuite, donc, par rapport donc à cette logique entrepreneuriale et managériale. Donc, c'est-à-dire que oui, ce que je voulais dire, c'est que l'entreprise qui est au centre par rapport vis-à-vis de cet environnement qui va graviter, elle va adopter donc deux logiques, soit entrepreneuriale et ou managériale. Elle peut adopter aussi les deux. C'est pas obligé qu'elle soit l'un ou l'autre. La logique entrepreneuriale, elle va consister à identifier. Donc ça aussi c'est important. Donc ce qui est euh, comment dire, définition d'entrepreneurial, managérial, ça peut aussi ça peut aussi tomber, c'est tombé déjà en examen. Donc la logique entrepreneuriale, donc un état d'esprit, c'est un état d'esprit qui consiste à identifier, exploiter et gérer les opportunités pour créer ou développer une activité économique. Elle repose sur plusieurs éléments. Donc un entrepreneur est quelqu'un qui va prendre une initiative. Dès qu'il voit une opportunité, il décide d'agir. Il va innover, il va apporter une nouveauté au marché en amenant un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle organisation. Il prend des risques. Un entrepreneur prend des risques. Et là, il va investir du temps, de l'argent, des ressources sans garantie de succès. Et son but, lui, est de créer de la valeur économique, de la valeur sociale et ou environnementale. Et ce qui définit aussi un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions et assumer les conséquences, peu importe si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc il assume ses conséquences. Donc, 5 choses, 5 points: prise d'initiative, innovation, prise de risque, recherche de valeur, autonomie et responsabilité. Pour ce qui est de la logique managériale, on a un auteur. Non, excusez-moi, pardon. Logique entrepreneuriale, on a un auteur, donc Schumpeter, économiste et professeur en sciences politiques, qu'on va voir juste ici. Donc pour lui, un entrepreneur innovateur est un entrepreneur innovateur. L'entrepreneur est un entrepreneur innovateur dans la mesure où il développe des innovations. Donc l'entrepreneur est un entrepreneur innovateur dans la mesure où il développe des innovations. Il appelle ça donc la destruction créatrice. Cela signifie en fait que les anciennes entreprises, les anciennes technologies, etc. sont remplacées par des nouvelles. Et c'est ce qui laisse place à des innovations et transforme l'économie. Voilà, pour lui, l'entrepreneur est quelqu'un qui saisit l'opportunité, prend des risques. Donc lui, cet auteur-là, vous pouvez le citer dans le cas spécialement donc dans entrepreneur, mais avec le côté innovation. Voilà, parce que tous les entrepreneurs ne sont pas innovateurs. Mais s'il s'agit donc, si vous voyez que ça a tendance comment dire, c'est un sujet dans lequel l'entrepreneur il va chercher une innovation, donc bam, là, ça là, vous pouvez la placer. Elle sera bien appréciée. Donc, ici, on va avoir donc ce qui définit donc le processus entrepreneurial. On avait vu avant donc la logique entrepreneuriale et managériale. Donc maintenant, on va s'intéresser au processus entrepreneurial. Comment l'entrepreneur va manœuvrer en fait et franchir les étapes jusqu'à démarrer son activité. Et on va définir aussi ce qu'est un business plan. Donc le processus entrepreneurial, donc ça va représenter les différentes étapes et de la démarche entrepreneuriale. Donc, ça va commencer par une idée, la création d'une entreprise ou une reprise, une étude de l'environnement, savoir s'il y a une demande, si donc les conditions, etc. Donc qui sont favorables ou non à une telle entreprise. Donc le choix des ressources, comment est-ce qu'il va financer ce projet-là. Est-ce qu'il a besoin de personnel, etc. Les choix juridiques, ça va en partie, voilà, quel type de structure va-t-il donc fonder? Est-ce que ça va être plutôt une SAS, SARL? Est-ce qu'il y a besoin de capitaux
comment dirais-je, d'associer ou de lever des fonds. Tout ça voilà va être étudié au moment du choix juridique. Et ensuite, il y aura les formalités administratives à faire. Et une fois que tout ça est prêt à mettre en route, voilà, l'entrepreneur va commencer son activité. Il peut aussi être amené à fournir à la banque, etc., qui peut lui prêter de l'argent, un business plan qui définit donc une stratégie commerciale et financière que choisit l'entrepreneur pour mener à bien son projet. Ensuite, une logique managériale. Qu'est-ce qu'une logique managériale? Une logique managériale, c'est une logique qui consiste à optimiser les ressources. Organiser, les mots d'ordre sont organisés, optimiser, piloter les ressources d'une entreprise afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs de manière efficace et durable. D'après Mintzberg, je vous ai mis aussi les moyens mémotechniques. ICP, information, communication, prise de décision. Donc le manager a 3 rôles selon Mintzberg. Celui d'information, de la communication, de la prise de décision. Ensuite, on va concilier les deux logiques entrepreneuriales et managériales sont complémentaires. La logique entrepreneuriale est indispensable parce que ça va être la structure et le développement à long terme. Et la logique managériale, ça va être, comme on a dit tout à l'heure, dans une optique de performance, efficacité et efficience. Elle va permettre d'organiser les ressources afin d'être optimal et afin d'optimiser le fonctionnement de l'entreprise et atteindre ses objectifs. Donc la logique managériale, c'est vraiment organiser les managers, organiser les ressources, les piloter afin d'arriver à un objectif à court terme, à performance à court terme. Donc, en résumé, on a vu ce qui était la finalité de l'entreprise, selon Peter Drucker, qui sont les services rendus à la clientèle, les 3 objectifs de la finalité, économique, sociale et sociétale. Qu'est-ce qu'une RSE? Donc la RSE, on rappelle, c'était l'ensemble des actions mises en place par les entreprises pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. On a vu ce qu'étaient les facteurs internes et externes. Ce sont les acteurs qui peuvent influencer les finalités des entreprises. La performance, l'efficacité et l'efficience. Rappel du tableau prospectif de Norton et Kaplan. On a vu aussi la performance globale, qui est une vision intégrée de la performance en intégrant des critères économiques, sociaux et sociétaux. On a vu aussi les parties prenantes. Les acteurs, ce sont les acteurs dans l'environnement de l'entreprise. Parties prenantes donc primaires ou secondaires. La classification interne, externe, primaire et secondaire. Et on a évoqué aussi la coalition des acteurs aux intérêts disparates de Siert et March. La logique entrepreneuriale, on a vu aussi qu'est-ce que c'est une logique entrepreneuriale. C'est un état d'esprit qui consiste à gérer les opportunités et pour créer en fait une activité économique, selon Joseph Schumpeter, qui a évoqué la destruction créatrice. Aussi, on a vu ce qu'était le processus entrepreneurial et enfin la logique managériale, selon Mintzberg, qui consiste à optimiser. On avait un auteur, Henri Mintzberg, les 3 rôles du manager ICP, donc information, communication. Elle consiste à optimiser, organiser et à piloter les ressources d'une entreprise ou d'une organisation afin d'atteindre ses objectifs de manière efficace et durable. Ensuite, on a concilié. La logique entrepreneur est une logique indispensable au développement à long terme. Une logique de manager est une
logique qui vise en fait à optimiser les ressources pour avoir un meilleur fonctionnement d'entreprise. Voilà, c'est fini pour donc la partie T1, thème 1 management. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc comme je vous ai dit, donc chose première chose due, vous trouverez donc juste en dessous un PDF qui récapitule donc l'ensemble des éléments qu'on a pu aborder. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant si ça vous a plu. Et donc je vous dis à une prochaine.